que l'on a besoin de mettre en place, c'est un changement massif, majeur, définitif et une remise en cause fondamentale de notre modèle. On n'y arrivera pas si on n'imagine pas un monde différent, une représentation différente du mental. Sans les artistes, on n'inventera rien. En tout cas, on a besoin d'eux et d'autres pour arriver. Alors si j'avais un constat à faire sur la transformation des entreprises, c'est que ça doit passer pour moi par une approche systémique, ça doit utiliser l'intelligence collective et ça doit travailler en écosystème. Bonjour à toutes. Je dis à toutes, il y a quelques garçons, mais c'est vrai que c'est assez marrant dès qu'on parle, je ne sais pas si c'est marrant d'ailleurs, mais dès qu'on parle de ces sujets, en fait, il y a une immense majorité de femmes, ce qui en dit long sur notre société, je crois, et on est toujours, même dans nos formations, à 80-90% de population féminine. Donc je ne suis pas là pour m'en plaindre, mais c'est quand même un marqueur de notre société. Il y a un premier point, c'est sûr qu'on constate qu'il y a un affaissement, un effondrement, et le constat extrêmement amer de la biodiversité. On ne peut pas dire le contraire. On voit bien que les populations de moineaux sont effondrées, vous le constatez à Paris. Bientôt les mésanges, pour une raison de non-adaptation au réchauffement climatique, la population de mésanges est acculée et va mourir dans les 10 prochaines années. On le sait, par exemple. Pareil, probablement, sur les étourneaux. Voilà, ça c'est un fait. Alors évidemment, c'est dramatique. Et je trouve que ce constat nous attriste, nous afflige, nous aplatit. Et en face de ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est foutu? C'est possible que ce soit foutu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc, comment on passe à l'action? Et surtout, quelle action on entreprend pour essayer d'avoir un véritable impact sur cet effondrement qui est massif, programmé, et dont on sait qu'il va arriver. Il n'y a plus de questionnement là-dessus. Alors, ce qui me venait en essayant de préparer un peu cette question, c'est que certes, et après je vous en parlerai des actions qu'on peut entreprendre, mais je pense que ce que l'on a besoin de mettre en place, c'est une bifurcation, c'est un changement massif, majeur, définitif, et une remise en cause fondamentale de notre modèle. En fait, cette transition, elle doit être profondément politique, sociale, culturelle, spirituelle même, et en tout cas, il ne s'agit pas de faire des petits pas, des ajustements on va dire, cosmétiques pour changer les choses à la marge. Ce que nous dit le vivant aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre en cause, en question, profondément notre modèle. Je pense que finalement, l'extinction programmée de la biodiversité n'est que l'expression, j'allais dire, une crise de notre représentation du monde et probablement une sorte de crise égotique, en fait. On a voulu fondamentalement dominer le vivant, avec un modèle, je ne vais pas vous faire la morale évidemment, extractiviste, productiviste, et on sent que ce modèle, et que la crise actuelle nous rappelle que ce modèle est mort, il faut en réinventer un autre. Et je crois que le seul engagement qu'on puisse prendre, qui soit sincère et profond, c'est de travailler sur cet engagement-là. Et comment on le fait, comment on le mène, et quel objectif on se donne, encore une fois fondamental. Il est sûr que tout ça est hérité des Lumières, de la représentation qu'on a eue de la nature, de sa chosification, de sa réification, on connaît tout ça. Et aujourd'hui, bien finalement, c'est l'aboutissement de ce modèle que l'on croyait pérenne, qui lui-même pensait que la nature, on pouvait puiser dedans sans fin. Or, c'est une crise de la finitude finalement. On a dépassé, je crois que c'est la semaine dernière, la 6e des 9 limites planétaires. Donc c'est ça. Comment on fait pour avancer, pour inventer un modèle à, comme tu le disais, Alban, 8 milliards presque d'habitants, avec ces questions fondamentales de vie sur Terre et d'égalité sociale, tout en protégeant le vivant. On n'y arrivera pas si on n'imagine pas un monde différent, une représentation différente du monde. Je suis sérieux, hein, ça rigole pas. Bon, ça veut dire que pour ça, il faut s'aider, il faut être aidé, il faut s'appuyer, comme tu le disais tout à l'heure, d'intellectuels, de scientifiques. Il faut théoriser cette évolution. Ce n'est pas en faisant des petites actions chacun dans notre coin qu'on y arrivera.
Donc ça veut dire, évidemment, on peut s'appuyer sur des gens que vous connaissez, comme Bruno Latour, le philosophe qui travaille sur la notion de comment atterrir sur la Terre, quelle Terre on doit inventer, de Baptiste Morisot, scientifique qui travaille sur l'imaginaire de la nature, le rapport fondamental sensible au vivant. Et puis je crois aussi qu'il faut s'appuyer sur les arts, sur les artistes. Parce que ce dont on a besoin, c'est prendre de la hauteur vis-à-vis du réel, vis-à-vis de ce qui nous arrive. Prendre une certaine forme de distance, mettre en mots, raconter une nouvelle histoire de l'évolution du monde et notre rapport au monde. Et peut-être que ces artistes peuvent nous aider à ressentir au plus profond de nous-mêmes la radicalité dont on a besoin. Ce n'est pas les économistes, ou certains peut-être, ce n'est pas les hommes d'entreprise qui vont nous apprendre ça, c'est probablement les scientifiques, probablement les philosophes, les penseurs, les intellectuels, et ô combien les artistes. C'est eux aussi qui doivent faire émerger des nouveaux symboles, qui vont nous entraîner dans un récit qui fasse envie. Ce n'est pas les autres. Et c'est en ça que je crois d'ailleurs que ce que tu fais, vraiment, c'est sincère, Florence, a une importance fondamentale. Sans les artistes, on n'inventera rien. En tout cas, on a besoin d'eux et d'autres pour arriver. Et quand je préparais ce petit truc-là, j'ai rebondi sur le mot de symbole, et puis je me suis souvenu d'un poème de Baudelaire qui parle que de ça, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Correspondance, dans Spleen et idéal, et surtout la première strophe. Mais vous allez voir, je l'espère, comment elle résonne avec tout ce dont on parle aujourd'hui. Alors donc ce poème, c'est la première strophe en tout cas, c'est « La nature est un temple où de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. » Bien, alors je me suis amusé évidemment à l'interpréter avec le sujet d'aujourd'hui. Alors c'est peut-être un peu artificiel, mais finalement le poème parle de cela fondamentalement. Un temple, d'abord, que nous avons pied à pied détruit. C'est ça ce qui s'est passé, sans faire d'image avec d'autres temples qu'on a détruits. Des paroles confuses. En fait, c'est comme si on n'arrivait plus à déchiffrer la parole de la nature, les paroles de la nature et notre rapport avec la nature. Les symboles, bien sûr, dont il parle, finalement, c'est cette connaissance à laquelle nous essayons d'accéder, de nous reconnecter, mais je crois qu'on a perdu ce lien symbolique avec la nature. Et puis enfin, des regards familiers, qui était finalement l'ambition sincère, probablement, que l'homme et la nature ne fassent plus qu'un. Et on a oublié qu'on faisait nous-mêmes partie de la nature, qu'on était une toute petite partie de la nature, pour se déconnecter, pour se décorréler fondamentalement d'avec elle. Et c'est ça aujourd'hui qui provoque peut-être le drame dans lequel nous sommes baignés. Donc en fait, évidemment, il faut agir, mais il faut agir en se souvenant de cette ambition fondamentale de transformation, de transition qui doit être la nôtre. Et certainement pas de faire une transition, on va dire, superficielle, cosmétique, comme parfois le monde économique nous y invite. Alors, et pareil, en travaillant, en réfléchissant aux quelques mots que j'allais vous dire, je me suis souvenu d'une expérience que j'ai vécue il y a 5 ans, 6 ans. C'était au tout début, juste après que j'ai lancé Engage. On m'avait invité à venir passer une semaine, à animer une semaine, une quinzaine d'entrepreneurs de banlieue, qui étaient des jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans. Et pour essayer c'est des entrepreneurs plutôt à succès, des gens qui font des trucs intéressants, mais comment finalement ramener au cœur de leur entreprise, de leur projet, une responsabilité sociale et environnementale. Et donc j'avais une semaine pour essayer de les convaincre ou de les inspirer, leur donner des tips, etc. Bon, c'était sympa, c'était à côté d'Albi, à côté de Toulouse. Et dans la campagne, on était dans une ferme. C'était quand même très challengeant. Au bout de 3 jours, j'étais épuisé, il demandait beaucoup d'énergie, mais c'était un super beau moment. Et donc j'ai été me balader pour un peu respirer, quoi. Et à côté d'une forêt, je me balade, c'était au mois d'octobre, je crois, donc il y a des champignons, donc je tombe sur plein de plaques de coulmelles. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une coulmelle?
Oui, derrière, on sait ce que c'est. Bon, c'est un très beau champignon qu'on appelle le parasol en allemand, ça dit bien son nom. C'est un tout petit pied et puis une grande corolle comme ça ressemble un peu à du papier, de la dentelle, c'est très très beau. Et c'est surtout très bon, ça sent la noisette. Bref, j'en cueille plein et je me dis super, on va les cuisiner ensemble ce soir avec cette quinzaine de participants. Donc je les rapporte, je les amène, je les pose dans la cuisine et puis je leur dis « Ah, voilà, ça vous plaît, c'est sympa, est-ce que vous voulez cuisiner avec moi ?»« Oui, bien sûr, machin. » Et je leur dis « Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ?» Et là, évidemment, aucun me dit, bon, ce qui ne m'a pas beaucoup surpris, ce sont des coulmelles. Bon, je dis, ah, c'est pas grave, vous ne savez pas ce que c'est des coulmelles, c'est vraiment pas très important. Mais je vais aller vite. Au bout de 2 minutes, en fait, j'ai compris que 100% ne savaient pas que c'était des coulmelles, mais que 30 ou 40% ne savaient pas que c'était des champignons. Ça peut paraître fou. Mais en fait, 30 ou 40% de ces, je sais pas, des gamins, enfin de ces jeunes entrepreneurs ne savaient pas reconnaître un champignon. Ils avaient sûrement bouffé des champignons dans des pizzas, enfin j'imagine, j'en sais rien. Mais à quoi ça ressemble un champignon, ils ne savaient pas le dire. Pour moi, ça m'a posé, ça a remis en cause pas mal de ce que je pensais. Et je me suis dit, ça fait quand même 3 jours que tu leur parles d'environnement et tu ne t'es même pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils connaissaient de l'environnement. Donc bravo pour déjà ton process pédagogique, très ancré, très, très intéressant, Jérôme. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire que 30 ou 40% d'enfants de notre pays qui ont 20-25 ans ne sachent pas reconnaître des champignons? Pour moi, c'était symptomatique finalement de notre déconnexion absolue du vivant. Et ce qui était vrai pour eux était vrai pour tous. Qu'est-ce que vous voulez motiver des gens à s'engager pour le vivant sans qu'ils le connaissent intimement, sensuellement, sans qu'ils le reconnaissent? Je ne vois pas comment on peut se battre pour ça. Donc c'est une expérience qui m'a, je dois le dire, pas mal bouleversé en me disant, la première étape, c'est aussi de retisser ce lien fondamental avec le vivant. C'est ce qu'on essaye évidemment de faire avec Engage. Avec Engage, on crée des parcours qui permettent finalement de parcourir tout le cycle de l'engagement. Depuis cette reconnexion, cette sensibilisation, l'apprentissage dont tu parlais aussi, Elban, jusqu'à la mise en action concrète. Et je pense que c'est par ce parcours d'engagement fondamental où on s'interroge sur notre sensibilité au sujet que l'on traite, puis par l'apprentissage des fondamentaux sur ces questions, que l'on a la capacité à comprendre pourquoi il faut agir, comment il faut agir et avec quelle intensité. C'est pareil pour le climat. Tant qu'on ne sait pas que, ce que tu as dit, le monde sera invivable, 3,3 milliards d'habitants, peut-être 5 bientôt, à l'horizon 20 ans, pourquoi s'engager ici alors que certes il fait un peu plus chaud, mais on peut toujours vivre. Et quand on comprend l'aspect systémique de la transition et ce que ça va provoquer, là on a en soi un moteur, une motivation qui peut être beaucoup plus grande pour s'engager. Donc c'est ça ce qu'on veut provoquer. En faisant toujours dialoguer cette part de sensibilité et d'engagement, cette part d'apprentissage et de mise en action. C'est pour moi cette résonance, on apprend parce qu'on a la perspective de faire et on ne fait que parce qu'on a appris pour que l'action soit à la hauteur des apprentissages. Donc on ne peut pas séparer pour moi les deux. Alors on travaille évidemment aussi avec les entreprises. On a 2 organisations, une qui est une ONG qui travaille sur la transformation de la société. C'est avec elle qu'on a lancé tout le défi biodiversité pour lequel on fait plein de choses là, dans les mois qui viennent, notamment un MOOC et des ateliers, plein de choses. Et puis on travaille avec les entreprises. Parce qu'il y a quand même un constat fort, c'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la biodiversité. Si on ne bouge pas les entreprises sur le sujet, nous on peut agir, ça ne servira quasiment à rien. Les rapports du Shift, d'autres disent que l'entreprise, ça correspond à peu près à 20 à 30% de la transformation que l'on doit, 70% de la transformation qu'on doit mener, et nos actions individuelles sont finalement beaucoup plus limitées. Alors maintenant, comment travailler avec ces entreprises? Je crois qu'il faut se dire aujourd'hui qu'elles prennent un peu confiance aussi et conscience que la transformation passera par elles,
qu'elles ont été évidemment à la source de bien des inactions ou des péripéties, c'est beaucoup plus que ça, mais je cherche le mot, qu'on est en train de subir, mais qu'elles peuvent être, comme pour le climat, à la source de la réinvention, à la source de la régénération du vivant. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte sur ce sujet. Maintenant, la question, c'est comment passer de la prise de conscience à l'action. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que ça passe, je crois, par une transformation de conscience et par une transformation systémique des organisations qui est très difficile à mener. Alors, si j'avais qu'un seul, non pas un conseil, mais un constat à faire sur la transformation des entreprises, c'est que ça doit passer pour moi par une approche systémique, ça doit utiliser l'intelligence collective et ça doit travailler en écosystème. Un changement qui serait descendant ou qui serait presque unidirectionnel ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que je pense que l'entreprise doit travailler sur cette transformation avec son écosystème externe, c'est-à-dire avec ses parties prenantes, c'est-à-dire avec des ONG, des associations qui ont du savoir, et doit travailler aussi, surtout les petites, qui elles n'ont pas de moyens, avec d'autres réseaux, parce que faire une transformation sur la biodiversité, croyez-moi, c'est extrêmement difficile, c'est très complexe, ça demande de l'argent et ça demande des connaissanses. Les petites entreprises n'ont rien de tout ça. Donc, travailler en écosystème. Travailler aussi en écosystème en interne, c'est-à-dire que c'est, je crois, un échange entre l'opérationnel et le stratégique. Tous les métiers doivent travailler ensemble sur cette question-là. On ne doit surtout pas travailler en silo, parce que les problématiques sont complexes, donc demandent une intelligence multiple, parce que la stratégique doit être nourrie des remontées d'expérience de l'opérationnel, et c'est l'opérationnel qui va nourrir et permettre au stratégique de prendre les bonnes décisions. Donc, peut-être une seule chose sur les entreprises, c'est par une approche systémique, écosystémique, qu'elles arriveront à se transformer fondamentalement. Il y a une bonne nouvelle aussi pour la transformation des entreprises, c'est qu'il y a énormément de risques qui pèsent sur elles. Des risques opérationnels, les inondations, par exemple, des magasins, des machins, des risques financiers sur leur financement, des risques de matières premières, des risques juridiques, des risques financiers, comment elles vont se financer si les fonds d'investissement ne financent pas des entreprises ou ne financent plus que des entreprises responsables. Et je crois que la finance commence presque à être en avance sur l'économie aujourd'hui. Donc, elles vont être presque forcées d'évoluer, de changer, de se transformer. Et elles se rendent compte quelque part que finalement, la résilience du vivant et leur propre résilience ne font presque plus qu'un. Vous voyez ? Si je ne travaille pas sur ce sujet, moi-même, je vais mourir. Parce qu'elles en dépendent, parce qu'elles ont un impact. Donc, on pourrait dire en un clin d'œil qu'il y a une sorte de convergence des luttes entre la nature et l'environnement et l'entreprise qui l'aurait dit. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais simplement que on ne va pas changer tout ça avec des rustines. C'est totalement faux. Certains peuvent le faire croire, ou certains le voudraient, en ayant des réponses assez solutionnistes, technologiques, qui ne prennent pas du tout en jeu, en compte la dimension justement écosystémique du changement qui est devant nous. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une réelle bifurcation qui peut être salvatrice, mais qui doit être une vraie bifurcation. Et je dirais que ce qu'on doit faire avant tout, c'est de retisser, nous, un lien sensible, presque sensuel, on peut le dire, il est tard, avec le vivant, dont la complexité et la diversité font finalement l'intérêt, je crois, d'être en vie et d'être humain aujourd'hui sur la Terre. Voilà, merci.